Chers amis de la clé de la souveraineté, voici la deuxième partie de votre quête vers la souveraineté et nous allons nous pencher cette fois sur la nature de la conscience et son rôle capital dans le processus de progression vers le statut d'être humain divin, souverain, libre. Dans la première partie, vous avez eu, j'espère, la confirmation de votre statut spécial d'être humain dans cet univers, celui d'un être omniscient, omnipotent et omniprésent, littéralement construit et fonctionnant à l'image du divin, c'est-à-dire avec toutes les facultés innées pour créer votre propre réalité. Bien sûr, vous créez déjà votre propre réalité depuis votre naissance, puisque vous êtes des créateurs incarnés. Mais vous n'en avez eu jusqu'à présent qu'une conscience très limitée. Et c'est précisément à cause de cela que vous n'avez pu maîtriser jusqu'à présent qu'une petite partie de vos créations et que vous créez aussi régulièrement et de manière incontrôlée toutes sortes de choses indésirables dans votre vie quotidienne. Alors comment cela se fait-il? Tout simplement car l'ensemble de vos facultés créatrices sont réparties entre vos différents niveaux d'identité. Vous avez vu ces niveaux la fois dernière. L'ego personnalité, l'âme, la surâme, l'avatar et le rishi. Et vous n'avez pas encore entièrement accès, et vous avez vu aussi que vous n'avez pas encore entièrement accès à toutes ces facultés créatrices, même si elles sont actives en permanence. Mais encore une fois, comme vous n'en avez pas conscience, elles ne sont pas ou mal coordonnées avec les facultés émanant de votre identité inférieure, l'ego-personnalité et de ces trois corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. La plupart des gens ont une conscience raisonnable de leur corps physique et de l'usage de ces facultés, et c'est pourquoi ils peuvent créer à peu près ce qui leur plaît avec leur corps physique. Parler, chanter, bouger, marcher, courir, danser, jouer un instrument, faire du sport, pratiquer un métier manuel, et ainsi de suite. À ce niveau-là, nous pouvons donc postuler que les créations des êtres humains sont à peu près sous leur contrôle. Par contre, beaucoup moins de gens sont suffisamment conscients de l'existence de leurs corps émotionnels et mentaux, et a fortiori des facultés qui leur sont associées, et ils ne maîtrisent forcément pas toutes les créations qui émanent directement de ces deux corps. Par exemple, ils succombent inutilement à la peur ou à l'angoisse dans toutes sortes de situations de leur quotidien. Ils entretiennent des pensées négatives à propos d'eux-mêmes ou d'autrui, ce qui les entraîne dans des conflits relationnels ou des pertes de confiance en eux. Ils succombent régulièrement à toutes sortes d'addictions liées à la nourriture, au tabac, à la boisson, etc. Et ils créent ainsi, inconsciemment dans leur vie, toutes sortes de situations désagréables ou difficiles, simplement car ils ne savent pas comment diriger correctement le pouvoir créateur de leurs corps émotionnels et mentaux. Mesurez-vous à ce stade ce que le chemin de la clé de la maîtrise vous a apporté? C'est la prise de conscience de l'existence de ces deux corps en vous, corps émotionnel et corps mental, concrétisés notamment par l'empreinte mentale et leurs facultés associées, telles que la pensée, la perception des sentiments et des émotions, qui vous a permis ensuite de mieux maîtriser les créations qui émanent en permanence de ces deux niveaux de fonctionnement de votre être. Les différentes pratiques telles que la pause assise, apaisement des sentiments, des émotions et des pensées, la diète mentale, la gratitude et toutes les autres pratiques apprises et expérimentées durant la clé de la maîtrise sont des moyens exacts et concrets qui vous ont permis d'acquérir une meilleure maîtrise de vos facultés associées à vos corps émotionnels et mentaux. Et la conséquence directe qui en a résulté est une meilleure maîtrise de vos créations et donc une amélioration de votre vie quotidienne. Si vous avez compris ce qui précède, vous pouvez aisément en déduire les raisons qui font que même après avoir acquis la maîtrise de vos créations au niveau de l'ego-personnalité, vous avez encore un certain chemin à parcourir pour intégrer dans votre quotidien la puissance créatrice de vos niveaux d'identité supérieurs. Le jour où vous y serez parvenu, vous serez un maître au sens d'un être humain conscient et en véritable maîtrise de la globalité de son pouvoir créateur.
Le fait que vous ne soyez pas encore à 100% satisfait de vos conditions de vie actuelles et qu'il y a encore plein de choses au plus profond de vous-même que vous auriez envie de réaliser dans votre vie est la preuve que vos identités supérieures continuent inlassablement à vous appeler à leur attention. Donc, la question devient: comment répondre à l'appel de nos identités supérieures, âme, surâme, avatar, pour réaliser nos pleines capacités d'être humain omniscient, omnipotent et omniprésent? Lorsque j'ai eu pour la première fois l'intuition il y a quelques années que seule une élévation des consciences individuelles et collectives pourrait tirer les humains de leur pétrin actuel, je n'avais pas encore une vue très claire de ce qui constituait mes corps supérieurs. Certes, j'avais accepté l'idée que je possédais une âme, et je me référais régulièrement à mon moi supérieur, car je me rendais bien compte qu'il y avait autre chose en moi que mon mental ego qui me faisait agir au quotidien. Mais tout cela était flou et ne me permettait pas d'avancer comme je l'aurais voulu sur cette question qui commençait à me passionner: que faire concrètement pour élever ma conscience? J'ai alors commencé à examiner une grande quantité de textes de toutes origines qui parlaient de la conscience. J'ai d'abord consulté des dizaines de papiers scientifiques issus de chercheurs de la science conventionnelle. Mais cette piste s'est assez vite transformée en une impasse, que je pourrais vous résumer d'ailleurs en ces termes: le difficile problème de la conscience. Il s'agit de l'expression consacrée des scientifiques pour désigner la difficulté d'expliquer comment et pourquoi les processus neuronaux donnent naissance à l'expérience subjective. Pourquoi un état cérébral particulier est-il associé à une sensation subjective? Évidemment, tant que les chercheurs ignoreront la possibilité de la localisation d'une partie de notre identité en dehors de notre corps physique, ils ne pourront pas résoudre ce problème. Et on est donc sur le même type d'obstacle que le chaînon manquant des anthropologues ou que la différence entre force forte et force faible des physiciens, le mur de briques sur lequel tous les scientifiques de la science conventionnelle se cassent le nez en posant comme hypothèse fondamentale que c'est la matière qui est à l'origine du monde dans lequel nous baignons. Un autre obstacle fondamental qui freine notre capacité à comprendre la conscience m'est apparu lorsque j'ai commencé à étudier les bases de l'approche de guérison biospirituelle Katara. Toutes les études conventionnelles partent de l'idée, en apparence naturelle et intuitive, que nous avons une conscience. Ça se reflète d'ailleurs dans notre langage, puisque nous disons j'ai bonne conscience ou j'ai la conscience tranquille, je prends conscience, je veux élever ma conscience, etc. Toutes ces expressions laissent donc entendre que la conscience serait quelque chose que nous possédons. Maintenant, vous devinez probablement déjà à la manière dont je vous parle de tout cela que je suis en train de préparer le terrain pour tenter de vous transmettre un autre point de vue sur la conception de la conscience. Et c'est bien le cas, mais comme ce point de vue risque de heurter de front une série de croyances qui se cacheraient encore dans votre empreinte mentale, je prends encore quelques instants pour vous rappeler une notion fondamentale vue lors de la première séance. Cette notion est que, dans le cadre de la science kélontique, notre univers est décrit comme un ensemble de particules de conscience, appelées partikis, en dehors desquelles rien d'autre n'existe, et qui se combinent entre elles pour former des champs morphogénétiques qui eux-mêmes forment la trame entière de l'univers, depuis les particules élémentaires, les atomes, jusqu'aux galaxies entières. Ceci veut donc dire que la matière dont est faite notre corps physique, ainsi que l'énergie qui compose nos corps subtils, notre aura, nos chakras et toute notre anatomie énergétique dont il a été question dans la première séance, tout cela est fait exclusivement de partikis, c'est-à-dire de particules de conscience. Et la conséquence de cela est la suivante. Nous sommes donc constitués à 100% de conscience. Autrement dit, la totalité de nos corps physiques, émotionnels, mentaux et tous nos corps subtils supérieurs, correspondant à nos identités supérieures, ne sont que de la conscience, organisée d'une manière telle que cela fait de nous
des êtres biospirituels d'une complexité et d'une sophistication extraordinaires. Et j'en viens ainsi au nouveau point de vue que je vais maintenant vous soumettre sur la conscience et que nous adopterons dans la suite de cette formation. Écoutez bien. En tant qu'être humain, l'observation avancée nous conduit à écarter l'idée que nous avons une conscience et à remplacer cette idée par celle que nous sommes une conscience. La conséquence immédiate est une inversion complète de notre point de vue sur l'existence. Jusqu'à présent, nous avions le point de vue d'être une personne possédant une conscience. Et maintenant, nous vous proposons de renverser complètement ce point de vue en considérant que vous êtes avant tout une conscience qui possède une personne, c'est-à-dire qui a pris possession d'un corps, ou dit encore autrement, qui s'est incarné temporairement dans un corps. Dans quel but? Dans le simple but de pouvoir interagir efficacement avec son environnement. Alors pour illustrer ceci, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est plus facile et plus agréable d'interagir avec nos semblables sous la forme d'un corps physique plutôt que sous forme d'un fantôme désincarné. Alors il y a de nombreuses conséquences évidemment à cette inversion de point de vue et nous n'avons pas l'espace ici pour les passer toutes en revue. Sachez cependant que cette nouvelle manière de nous définir en tant qu'être humain nous apporte des réponses directes et pragmatiques, c'est-à-dire utiles dans notre quotidien, à quasiment toutes les questions restées sans réponse ou assorties de réponses floues ou incertaines que nous avions à notre disposition en combinant toutes les ressources de la science conventionnelle et de toutes les religions officielles réunies. Nous allons donc pour l'instant sagement rester concentrés sur notre question principale: que devons-nous faire pour élever notre conscience? Ou, en reformulant correctement cette question, en vertu de notre nouveau paradigme, assumant que nous sommes une conscience, que devons-nous faire pour nous élever en tant que conscience? Nous trouvons une réponse concrète et précise à cette question essentielle dans les enseignements du système de guérison biospirituelle Katara, qui non seulement nous donne la signification exacte de cette notion d'élévation de conscience, mais qui nous en décrit aussi parfaitement le mécanisme. Et avant de partager avec vous ces précieuses informations, j'ai une double excellente nouvelle. Premièrement, vous n'aurez pas besoin d'apprendre le système de guérison Katara pour les comprendre. Et deuxièmement, vous êtes déjà en possession de tout ce qu'il faut savoir, de tout ce qu'il faut avoir pour les mettre immédiatement en pratique, si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Alors voyons d'abord la première partie. En quoi consiste exactement cette notion d'élévation de conscience? Vous vous rappelez des différents niveaux d'identité sur lesquels nous nous reposons pour nous manifester dans l'univers en tant que conscience. Laissez-moi encore une fois vous rafraîchir la mémoire. Vous avez une personnalité, concrètement constituée d'un corps physique animé par des émotions et des pensées. Ensuite, vous avez une âme, c'est le niveau d'identité directement supérieur à votre personnalité. Ensuite, vous avez une surâme, puis un avatar et enfin un rishi, ce dernier étant dans les sphères non dimensionnalisées de la conscience. Toutes ces identités, de votre personnalité à votre rishi, sont reliées et communiquent entre elles en permanence par le biais de votre anatomie énergétique, elle-même occupant une partie spécifique du champ morphogénétique de la matrice spatio-temporelle dans laquelle vous existez en tant que conscience. Si ce que je viens de dire vous paraît encore un peu trop compliqué à comprendre, rassurez-vous, c'est normal. C'est que vous n'êtes pas encore habitué à raisonner en fonction du nouveau paradigme, que vous êtes une conscience plutôt que la croyance réductrice inculquée que vous avez une conscience. Une fois que ce nouveau paradigme «je suis une conscience incarnée dans un corps physique» et possédant une âme, une surâme, un avatar et un rishi, une fois ce nouveau paradigme compris et assimilé par votre subconscient, eh bien, vous ressentirez le soulagement et la joie exquise d'enfin pouvoir toucher du doigt votre nature profonde
Et vous ressentirez aussi l'excitation de découvrir enfin concrètement et en détail les intentions profondes qui vous ont toujours animé dans votre vie et qui restaient jusqu'à présent désespérément hors de portée de votre ego-personnalité. Car voici maintenant la réponse à notre question fondamentale. Que devons-nous faire pour nous élever en tant que conscience? Et la réponse devient simple et directe. Pour m'élever en tant que conscience incarnée dans un corps physique, j'ai besoin de me réveiller progressivement à l'existence concrète de chacune de mes identités supérieures, en commençant par l'âme. Me réveiller voulant dire habiter en conscience, avoir mon attention consciente focalisée dans chaque identité supérieure, en pouvant ainsi utiliser consciemment et à volonté les facultés et les pouvoirs, et créer ainsi ma nouvelle réalité avec plus de maîtrise et en meilleur alignement avec les intentions supérieures qui m'animent. Laissez-moi illustrer cela par une métaphore. Vous vous rappelez que chacune de nos identités fonctionne dans une gamme de fréquences déterminée. Nous avons appelé ces gammes de fréquences les dimensions. Les identités supérieures fonctionnant dans des gammes de fréquences plus élevées que les identités inférieures. Imaginez que chacune de vos 5 identités corresponde à une fréquence radio déterminée. En prenant les radios publiques françaises comme exemple, votre ego-personnalité serait par exemple France Inter. Votre âme serait France Culture. Votre surâme serait France Musique. Votre avatar serait Radio Classique. Et votre Rishi serait Radio Nostalgie. Toutes ces radios sont accessibles sur la gamme d'ondes FM, de fréquence modulée donc, et supposons pour notre métaphore qu'elles soient positionnées dans l'ordre de fréquence croissante, en partant de France Inter, fréquence la plus basse, jusqu'à Radio Nostalgie, fréquence la plus haute. Je ne sais pas si c'est le cas en pratique, mais vous comprenez où je veux en venir. Lorsque vous voulez passer de l'écoute de France Inter à l'écoute de France Culture, eh bien vous tournez le bouton de sélection des fréquences pour déplacer l'aiguille jusqu'à ce que vous captiez la fréquence de France Culture. Eh bien, vous réveillez au niveau d'identité de votre âme signifie tourner le bouton de votre attention consciente jusqu'aux fréquences de votre âme. La grande différence avec la radio, c'est que dans le cas de la radio, lorsque vous vous branchez sur France Culture, vous perdez le contact avec France Inter. Alors que lorsque vous brancherez votre attention consciente au niveau de votre âme, eh bien vous continuerez à capter en même temps et à rester conscient de ce qu'émettra votre ego-personnalité. Vous fonctionnerez donc ainsi en pleine conscience sur vos 2 premiers niveaux d'identité simultanément. Lorsque vous aurez appris à fonctionner sur vos 2 premiers niveaux d'identité en parfaite synchronicité, c'est-à-dire avec tout le potentiel créateur à votre disposition jusqu'à la 6e dimension, puisque les fréquences de l'âme s'étendent de la 4e à la 6e dimension, eh bien vous serez prêt à intégrer votre niveau d'identité suivant, la surâme, et vous pourrez donc, une fois cela fait, fonctionner en pleine conscience en disposant de toutes les ressources et de tout le potentiel créateur de vos 3 premiers niveaux d'identité. Enfin, lorsque vous aurez intégré votre 4e niveau d'identité dans le champ de votre conscience éveillée, vous aurez atteint le potentiel créateur de votre avatar, tel que l'humanité en a connu par le passé et en connaît toujours aujourd'hui. Je vous laisse le soin d'en identifier quelques-uns dans le passé et dans le présent. Si vous avez eu le courage et la patience de me suivre jusqu'ici, vous devriez vous demander maintenant, OK, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais concrètement pour me réveiller progressivement à mes identités supérieures, jusqu'à pouvoir brancher mon attention éveillée sur mon avatar? J'ai à nouveau une superbe bonne nouvelle pour vous. Le système de guérison biospirituelle Katara nous apprend de manière incontestable que le mécanisme d'élévation de la conscience est complètement intégré dans notre anatomie énergétique et qu'il est donc entièrement automatique et fonctionne en dehors de notre attention consciente. Exactement
comme la plupart des mécanismes métaboliques de notre corps physique, qui sont entièrement contrôlés par notre subconscient. La seule raison pour laquelle l'écrasante majorité des humains ne sont pas encore des avatars à l'heure actuelle est qu'une série d'anomalies accumulées au fil des générations dans leur anatomie énergétique ainsi que dans leur environnement a enrayé leur mécanisme naturel d'élévation de conscience. Mais depuis la période 2012-2017 et le démarrage du cycle d'activation stellaire qui revient tous les 2000 ans, une partie des barrières environnementales ont sauté et l'accroissement naturel de conscience s'est remis en route chez un grand nombre d'êtres humains. C'est le véritable sens de la signification de la date de 2012 comme la fin des temps du calendrier maya. Et si vous êtes en train d'écouter cet enregistrement, c'est que votre mécanisme intérieur d'élévation de conscience s'est bel et bien remis en route. Vous en voulez des preuves? Les voici. Depuis quelque temps, vos prises de conscience dans tous les domaines de votre vie se sont accélérées. Vous avez la sensation de plus en plus nette que votre intuition s'aiguise, que les synchronicités deviennent de plus en plus fréquentes. Vous êtes aussi poussé dans vos derniers retranchements pour résoudre une fois pour toutes des situations qui vous freinaient ou qui vous faisaient souffrir depuis des années. Et probablement la preuve la plus flagrante pour la plupart d'entre vous, le temps s'accélère. Vous vous levez le matin, vous entamez vos activités comme d'habitude, et vous vous retrouvez ensuite le soir avec l'impression diffuse que vous n'avez pas réussi à faire au moins la moitié de ce que vous aviez prévu. Tous ces phénomènes sont des symptômes indiquant de manière incontestable que vous avez repris votre chemin naturel d'élévation de conscience qui fait partie de votre constitution et de votre droit divin d'être humain. Il reste évidemment un travail de guérison à accomplir sur le plan intérieur pour restaurer l'intégralité de votre mécanisme d'élévation de conscience. Mais avant d'aborder ce travail avec vous, je souhaite vous laisser savourer cette magnifique découverte, c'est du moins comme cela que je la considère pour moi, que vous avez trouvé et retrouvé sans même vous en rendre compte le chemin de votre grandeur et de votre souveraineté. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre exploration.